Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore présents pour ce nouveau panel d'intervenants tout aussi brillants. Donc, je me présente, je suis Pablo Gilles, junior fellow à l'Institut Open Diplomacy, jeune délégué au sein du Y7 et délégué au sein du HLPLF des Nations Unies. Et j'aurai l'honneur de modérer les différents intervenants aujourd'hui dans une thématique qui s'intitule « Shifter dans un monde plus dur » et qui va traiter des objectifs de développement durable 2, 6 et 16, respectivement le 2 qui concerne la lutte contre la faim, le 6 qui concerne l'eau propre et l'assainissement et l'ODD numéro 16 qui concerne la paix, la justice et les institutions efficaces. Pour l'ODD 2, sans plus attendre, nous avons le plaisir d'avoir comme propos introductif monsieur Arvind Ashta, qui est professeur à la Burgundy School of Business, et la BSB qui accueillera la 6e étape des rencontres du développement durable le 25 novembre prochain. Professeur, c'est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Pablo. Nous sommes heureux à BSB pour être associés à cette conférence pour la 3e année consécutive. Alors que nous siégeons ici à l'Assemblée nationale de l'un des pays les plus riches du monde, plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim et une personne sur 3 n'a pas d'accès régulier à une nourriture correcte. Ces chiffres sont à peu près stables depuis 2016, alors que nous avons dit qu'on va les réduire. Si je peux paraphraser Elvis Presley, 800 million hungry mouths to feed in the ghetto, and their mama cried. L'objectif de développement durable ont été élaborés en 2015 et les OMD avant eux ont été promulgués en 2000. Nous voulions réduire la faim et la malnutrition. Maintenant, nous visons à les éliminer d'ici 2030. Le deuxième ODD comprend également le doublement de la productivité agricole et la réduction de l'insécurité alimentaire. La malnutrition a entraîné un retard de croissance chez 149 millions d'enfants de moins de 5 ans. Il s'agit certes d'une baisse par rapport à 2014, 158 millions, mais nous devons faire plus. Pour réduire ces retards de croissance de 50% en 2030, le taux annuel de baisse doit doubler, passant de 2% à 4%. Tandis que l'émaciation est réduite de 52 millions en 2016 à 45 millions, le surpoids, l'obésité, reste stable vers 40 millions d'enfants de moins de 5 ans depuis 2016. Le changement climatique réduit l'approvisionnement alimentaire. Les récentes inondations au Pakistan ont porté de millions de tonnes de récoltes. Des acteurs tels que le FAO, le PNUD, le FIDA et de nombreuses organisations locales ou nationales poursuivent les efforts sur l'augmentation de la production, l'amélioration de la distribution et la réglementation de la consommation. Nous avons réussi à nourrir une grande partie de la population en augmentation, 500 millions dans les 7 ans, sans pleinement parvenir à éradiquer la faim. La bataille n'est pas facile. Au cours des dernières années, le Covid-19 a augmenté le nombre de personnes souffrant de la faim de 150 millions et l'insécurité alimentaire d'environ 250 millions. Le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine a également entraîné une nouvelle crise de la chaîne d'approvisionnement, car ces pays contribuent à 30% des exportations mondiales de blé et 20% d'exportations de maïs. Les guerres civiles en Éthiopie, en Soudan et en Syrie ont créé d'autres pénuries locales. Ces problèmes de chaîne d'approvisionnement ont conduit à l'inflation. L'indice FAO des prix des denrées alimentaires montre une augmentation réelle de 4% en 2020, de 26% en 2021 et 5% en 2022, ce qui impacte davantage les plus pauvres. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de montrer les paradoxes aujourd'hui entre des épidémies d'obésité et en même temps, sur la même planète, des épidémies concernant la sécurité alimentaire et les impacts du changement climatique et du Covid-19 sur ces problématiques. Sans plus attendre, j'appelle donc Madame Elisabeth Claverie de Saint-Martin, PDG du CIRAD, pour compléter cette analyse. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir invité et de me permettre justement de me faire le relais des connaissances scientifiques en la matière. Donc, pendant ces quelques minutes, on travaille sur l'ODD2 qui est l'élimination de la faim, le zéro faim. En réalité, nous le savons tous dès à présent, il ne sera pas atteint en 2030. Les projections scientifiques ne laissent aucun doute sur l'impossibilité d'atteindre cet objectif. Et nous qui travaillons essentiellement dans les pays en développement et les pays, que ce soit de la rive sud de la Méditerranée et sur les trois continents dans les zones tropicales, voyons que sur le terrain, effectivement, il est très difficile d'atteindre cet objectif. Alors pourquoi ? Il y a des raisons qui sont conjoncturelles, vous les connaissez, vous les entendez chaque jour, les conflits. Pas simplement le conflit ukrainien, mais je pense en particulier au conflit en Éthiopie, dans la Corne de l'Afrique, qui cause beaucoup plus de malnutrition que le conflit en Ukraine. Les problèmes de gouvernance, le terrorisme, mais il y a aussi des phénomènes structurels. Les phénomènes structurels, c'est les questions de gouvernance foncière. À qui appartient la terre? Comment est-ce qu'on peut mettre en commun des terres? Les problèmes liés au changement climatique et la grande irrégularité des récoltes et des ressources en eau, des ressources hydriques pour l'irrigation. Les questions de perte de fertilité des sols dues à des problèmes de biodiversité et aussi un biais que l'on trouve de plus en plus dans les pays, y compris les plus pauvres, qui consiste à privilégier un développement urbain au détriment du développement rural, où se trouve l'essentiel de la pauvreté et de la malnutrition, et c'est pourtant là que se produit l'essentiel de la nourriture. Et puis enfin, le facteur démographique qu'il ne faut pas oublier. Le continent africain a une croissance démographique très forte. L'agriculture africaine se développe, mais pas suffisamment pour arriver à compenser cette croissance démographique. Donc voilà pourquoi on a devant nous l'atteinte de cet objectif. Pour l'atteindre, si au-delà de 2030, nous considérons, et je crois que toute la collectivité internationale le prend comme tel, cet objectif comme étant un objectif légitime, il nous faut profondément transformer nos systèmes alimentaires. Le système alimentaire actuel repose sur un système de production qui a vécu tout au long du XXe siècle et qui est basé sur les biotechnologies, de la sélection de semences très performantes, la mécanisation, le calibrage des produits, des échanges internationaux extrêmement denses avec beaucoup de déplacements en prenant la matière là où elle est produite au moindre coût pour aller sur les marchés les plus rémunérateurs. Et tout cela a produit des déséquilibres, des inégalités et des conséquences environnementales et climatiques dont nous mesurons aujourd'hui l'ampleur. Donc ce modèle qui a atteint ses limites, il y a un consensus scientifique aujourd'hui pour dire qu'il est temps de le réformer. Alors comment le réformer? Il y a des pistes. La première piste, et je vais prêcher pour ma paroisse, c'est finalement de mettre en commun toutes les connaissances scientifiques que l'on a sur ces transitions agroécologiques qu'il nous faut faire. C'est ce que nous avons fait avec d'autres organismes de recherche au sein du pilier académique Farm. Vous savez, cette grande initiative qui a été lancée par la France et qui est aujourd'hui une initiative européenne. Et donc, nous avons mis en commun tous les éléments, toutes les données, toutes les projections. Et l'on voit apparaître dans ces données mises en commun des éléments qui sont structurants, qui sont récurrents. Le fait qu'il nous faut sécuriser l'approvisionnement en céréales par des systèmes de crédit stockage. Le fait qu'il faut développer des systèmes de production plus agroécologiques un peu partout. Le fait qu'il faut aussi associer de plus en plus les citoyens avec une approche territoriale pour avoir des systèmes qui ont une meilleure assise en termes de légitimité. Et puis le fait aussi que tous les pays doivent se poser la question de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Donc ça, c'est, je dirais, le volet scientifique. Et puis concrètement, on peut mener des projets pour faire bouger les choses. Le premier, c'est accompagner des filières alimentaires à travers des organisations, des innovations techniques organisationnelles. Je vous prends un exemple. La filière cotonnière, l'organiser de façon durable en Afrique, faire du coton bio et se débrouiller pour que les produits liés au coton puissent aussi être utilisés pour l'alimentation des animaux. On peut aussi développer des espèces, des variétés pour les céréales qui sont plus résistantes au changement climatique et au stress hydrique. Et on y travaille tous les jours. Et qui, en même temps, répondent aux besoins des populations locales. Parce qu'il faut partir de ces besoins-là.
On peut aussi travailler sur les innovations agroécologiques, des questions de stockage, réduire les pertes post-récolte. 15% dans le monde des produits sont perdus entre la récolte et le moment où ça arrive sur un marché. Et dans les pays les plus pauvres, c'est bien plus. Développer la lutte contre les maladies qui déciment les plantes et les cheptels, notamment par des politiques de vaccination plus importantes. Et puis travailler sur les politiques alimentaires urbaines, qui là aussi sont très défaillantes. Donc sur tous ces sujets, la recherche, avec les agences de développement, avec les gouvernements locaux, peuvent faire bouger les choses pour atteindre cet objectif de développement qu'est l'ODD 2. Un autre élément très important sur lequel je voudrais insister, si j'ai encore un tout petit peu de temps, c'est qu'il est important de penser le système de façon globale. C'est-à-dire que nous n'arriverons à transformer les systèmes alimentaires que si nous raisonnons production, tout ce que je viens de vous décrire, et consommation. Et il faut bien avoir conscience que la façon dont nous consommons au nord a un impact sur la façon dont on produit au sud et dont on consomme au sud. Pour le dire de façon plus claire, si on mangeait un peu moins de viande au nord, et puis si on avait un peu plus de protéines au sud, qu'elles soient végétales, le développement des protéines végétales en Afrique est un vrai défi, ou animales, parce qu'ils en manquent, la globalité du système alimentaire serait plus équilibrée et plus durable. Donc, en fait, cet ODD 2 dont on peut penser au premier regard qu'il concerne une action de développement du nord au sud doit vraiment être pensé comme un partenariat et comme un élément global nord et sud. Pour conclure, parce que je crois que j'arrive à peu près au temps, je voudrais souligner la nécessité et l'urgence d'une transformation globale des systèmes alimentaires pour atteindre l'ODD 2. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas l'atteindre en 2030 qu'il ne faut pas prendre des mesures tout de suite. L'agriculture, contrairement à d'autres secteurs, a besoin du temps long et la recherche agronomique encore plus. Donc toutes les actions que nous pouvons entreprendre aujourd'hui, où il y a une conscience forte à cause de la crise en Ukraine, des défis posés, c'est autant de possibilités pour atteindre le plus vite possible la sécurité alimentaire, c'est-à-dire une alimentation en quantité suffisante, en qualité suffisante pour toutes les populations. Et c'est possible car aujourd'hui le monde produit plus que ce qui est nécessaire pour nourrir l'ensemble de la planète. Donc tout cela est à notre portée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous demander de rester encore debout quelques petits instants, car nous avons la possibilité pour le panel de poser 2 questions. Donc vous pouvez en levant la main et en vous dirigeant vers les micros. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'aurais une question globalement sur la place de l'innovation dans justement l'atteinte de l'ODD 2, qu'elle soit high-tech, par exemple viande de laboratoire ou ce genre de choses, ou low-tech dans les changements d'habitude, le fait de recourir plus aux insectes ou de changer justement des types de cultures. Voilà, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'impact de ces changements de paradigme sur l'atteinte potentielle de l'ODD 2 ? Merci. Et on va peut-être prendre une deuxième question dans la foulée, si toutefois Madame n'a pas été assez claire. Je pense qu'elle a été particulièrement claire. Ah. Oui. Bonjour et merci pour votre intervention. J'ai une question qui concerne le biomimétisme. Je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on ne forme pas les agriculteurs au biomimétisme, parce que c'est aussi de l'innovation et c'est très peu connu. Et je sais qu'en Europe, on n'a pas trop d'experts. Je sais que le CIBIOS a créé un centre justement pour qu'on puisse avoir plus de personnes. Mais c'est quelque chose sur lequel on ne capitalise pas assez et sur lequel les Américains, apparemment, excellent un petit peu plus. Quel est votre regard par rapport à cela? Merci. J'y vais. Merci pour ces questions. Alors, sur l'innovation, le centre de recherche que j'ai l'honneur de diriger a une unité de recherche qui s'appelle Innovation. Donc, c'est un sujet que l'on traite depuis longtemps. Et effectivement, l'innovation, ce n'est absolument pas que de l'innovation high-tech, surtout dans le secteur agricole. Alors certes, on a besoin d'innovation, je dirais, génomique, sur la matière du vivant sur laquelle on travaille. Et c'est ce qu'on fait notamment
quand on fait de l'adaptation des semences au changement climatique et au stress hydrique, c'est-à-dire qu'on va étudier gène par gène et on va essayer de modifier en sélectionnant par des croisements les gènes qui sont les plus à même de répondre aux nouvelles conditions climatiques. Alors ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne le fait pas simplement en bougeant par sélection les gènes, mais parfois il suffit d'aller gratter et chercher des vieilles semences qui ne sont plus utilisées et qui ont exactement les caractéristiques dont on a besoin. Et ça, c'est une activité qu'on a en conservant ce qu'on appelle les centres de ressources biologiques. On va conserver toutes les semences, les pays en développement sont incapables de le faire, et on va actualiser et regarder par rapport à telles conditions quelle semence est la meilleure. Donc c'est ce qu'on appelle la diversité de l'agriculture, l'agrobiodiversité. Et c'est très important pour trouver des solutions. Donc, on va trouver ce type d'innovation, mais il y a beaucoup d'innovations de marché et organisationnelles qui sont intéressantes. Notamment, je pense aux indications géographiques et aux certifications. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Vous les trouvez aujourd'hui dans vos supermarchés. Si vous prenez de l'huile d'olive du Maroc, souvent le CIRAD va être derrière parce qu'on a travaillé sur des modalités de certification de production biologique dans ce pays. On travaille aussi sur des reconnaissances d'indications géographiques sur, par exemple, le miel africain. Et c'est de l'innovation dans les processus, dans la reconnaissance, dans le contrôle des matériaux. Et puis, enfin, il y a aussi toute une série d'innovations qu'on va faire pour rendre une filière plus durable. Je vais prendre un exemple que vous connaissez bien parce que je sais qu'il y avait eu des ateliers à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Le cacao durable. On est passé d'une production qui était très, très marginale, qui arrivait sur les marchés européens de cacao dit durable, donc qui n'avait pas de déforestation dans son mode de production, à une proportion qui commence à devenir non négligeable du cacao que vous avez aujourd'hui dans les supermarchés européens. Et donc ça a été aussi de l'innovation sur les filières. Donc, innovation technique, ce dont vous parlez sont aussi beaucoup d'innovations au nord, notamment la production de viande à partir de cellules végétales. Mais au sud, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis, effectivement, on travaille aussi sur l'alimentation de protéines à base d'insectes et beaucoup de choses. On peut, avec l'alimentation, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut innover et on n'a pas forcément besoin d'être un scientifique pour innover. Ce sont souvent les populations locales qui elles-mêmes provoquent cette innovation. Alors, le biomimétisme, je vais être honnête, nous, on ne travaille pas dessus. C'est-à-dire que mon organisme, ce n'est pas une donnée scientifique sur laquelle... ce n'est pas un corpus scientifique sur lequel on travaille. Je n'ai pas de connaissance d'institutions de recherche sœurs françaises qui travaillent là-dessus. Effectivement, quand j'ai travaillé aux États-Unis, j'en avais beaucoup entendu parler. Aujourd'hui, comme en institution, elle ne travaille pas dessus, je ne peux pas me positionner sur le bien ou mal fondé du recours à ces données-là, mais qui existent, vous avez raison, sur tout le continent nord-américain et sur les interventions qu'ils font dans les pays en développement. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez retourner vous asseoir. Merci beaucoup infiniment. Donc merci pour toutes ces pistes de réflexion sur l'innovation agroécologique, sur les politiques d'alimentation urbaine, sur l'initiative Farm. Merci encore pour toutes ces pistes de réflexion qui pourront permettre peut-être à certains d'aller se renseigner, de creuser un peu plus ces sujets. Sans plus attendre, nous allons passer à l'ODD 6 relative à l'eau propre et à l'assainissement. Et j'ai le plaisir d'appeler monsieur le professeur Ghislain Lipémé, professeur à l'INSA Lyon et directeur adjoint de la Fédération en hydrologie urbaine. Et je précise que l'INSA Lyon accueillera la 5e étape des rencontres du développement durable sur le thème Inventer la sobriété le 18 novembre prochain. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commence pas très bien, ça bouge. Donc, juste pour rectifier quelque chose, donc, je suis directeur adjoint du laboratoire déchets, eau, environnement, pollution et directeur de la fédération de recherche. C'est anecdotique. Autant pour moi. Voilà. Alors, du coup, j'ai l'honneur d'introduire l'ODD 6 avant d'accueillir Corinne Lepage. Donc, du coup, je vais un peu chauffer la salle, quoi. Voilà. Donc, après, on pourra l'accueillir dans de bonnes conditions. Alors, du coup, moi ce que j'ai préparé, c'est de rappeler les grands objectifs de ce ODD 6. Et donc, pour chaque grand objectif, je vais donner quelques éléments sur les avancées
Et puis je dirais quelques mots aussi sur les difficultés et les efforts à faire par rapport à ça. Et donc de façon certaine, je pense que je vais dépasser, mais du coup je compte sur vous pour que je ne dépasse pas trop. Voilà. Alors le premier point, tel que je l'ai reformulé, c'est l'accès à l'eau potable, donc l'eau propre pour tous, partout, à coût raisonnable, abordable. Alors, par rapport à cet objectif, en France, on est plutôt bien avancé, puisqu'on regarde surtout le taux de connectivité à un réseau de distribution d'eau potable. Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Juste un point de vigilance quand même sur le niveau de potabilisation, puisqu'il y a quand même pas mal de substances qui prolifèrent. Donc, il faut quand même toujours vérifier le taux de présence de certaines substances dans notre eau potable, et puis surtout regarder les effets de ces substances à long terme, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Je pense notamment aux micro et nanoplastiques qu'on retrouve, et on ne sait pas à quel niveau c'est dangereux, à quelle durée, sur quelle durée on a des effets néfastes. Donc ça, c'est un premier point. Alors, au niveau international, c'est beaucoup plus problématique, parce que du coup, près de, je dirais, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable chez eux, ou chez elles, les personnes. Donc ça, c'est beaucoup plus problématique. Si je prends le deuxième grand objectif, oula, c'est fini. C'est fini. Le deuxième grand objectif, c'est l'assainissement. Au niveau de l'assainissement, dans le monde, c'est 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un service d'assainissement et d'hygiène. En France, on a quand même des outils pour notamment garantir la conformité de nos systèmes d'assainissement. Donc ça aussi, on s'en sort plutôt pas mal. Le troisième grand objectif, c'est la qualité des rejets. Donc il faut qu'on s'améliore sur le traitement des rejets, notamment urbains, notamment les rejets urbains de temps de pluie. On est assez faible là-dessus, donc il va falloir aussi traiter ces rejets, notamment pour respecter le pacte vert européen. Le Green Deal, c'est très important. L'autre objectif, l'avant-dernier, tel que je l'ai reformulé, c'est la gestion durable, intégrée et participative, j'insiste beaucoup sur participative, des ressources en eau. Et cette gestion est compliquée par le fait qu'on a des changements globaux qui sont là, l'urbanisation, le changement climatique, qui compliquent cette gestion. Et du coup, il va falloir être très bon sur la mise en place des solutions d'adaptation à ce changement. Donc ça, il va falloir déployer des solutions notamment fondées sur la nature, parce que c'est ce qui nous permet d'infiltrer, de climatiser la ville et d'humidifier les sols qui s'assèchent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et dernier point, j'avais dit que j'allais dépasser, dernier point, c'est développer la coopération internationale. C'est vraiment très important. La collaboration internationale, la solidarité internationale, notamment pour accompagner les pays les plus en difficulté, pour que ces pays se dotent d'infrastructures durables, d'accès à l'eau et à l'assainissement. Merci. Merci beaucoup. La qualité de votre discours vous excuse de ces quelques secondes de retard. Merci encore pour tout ça et pour l'introduction de Madame Corinne Lepage, que nous remercions de participer à ces échanges, qui est ancienne ministre de l'Environnement et coprésidente de CAP Écologie. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureuse de succéder à cette tribune après M. Lipé Mécouilly, qui a adressé un peu l'état des lieux, ce qui me permettra de n'avoir pas besoin de le faire. Le sujet de l'eau, il est central. Pas d'eau, pas de vie. C'est assez basique. L'accélération du dérèglement climatique est extrêmement liée à la question de l'eau, que ce soit en pas assez, ce sont les sécheresses, ou que ce soit en trop, ce sont des inondations massives. Et les inondations représentent aujourd'hui 70% des morts des aléas climatiques. Donc on est encore dans la question de l'eau, avec des inondations. Si on prend l'exemple du Pakistan, qui est quand même une abomination, qui ont derrière des conséquences dramatiques pour les populations. D'abord, il y a eu beaucoup de morts au moment des inondations, mais il y a toutes les pathologies qui suivent derrière, parce que précisément, les eaux sont totalement polluées. Alors, il y a bien la reconnaissance d'un droit universel à l'eau, mais ça, c'est quand même très théorique.
En France, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, c'est très bien. Mais au niveau international, on n'a rien de sérieux, au moins de comparable. Je parlais avec Bettina Laville qui me faisait cette observation il y a un instant. On n'a rien de comparable à la Convention climat en ce qui concerne l'eau. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que la ressource en eau se réduit alors que les besoins devraient augmenter de 1% au cours de chaque année qui vient, dans les 30 ans qui viennent. Donc comment on fait avec des besoins accrus et une ressource en moins? C'est quand même un sérieux problème, d'autant plus que cette ressource est évidemment très souvent de mauvaise qualité, parce que ce n'est pas seulement l'accès à l'eau, c'est l'accès à une eau propre, à une eau potable. Or, nous savons évidemment que ce n'est manifestement pas le cas dans beaucoup de pays du monde, tout simplement parce qu'il n'y a pas les réseaux d'assainissement qu'il faudrait. Alors, l'ONU, en mars 2022, lors du 9e Forum mondial de l'eau, a formulé un certain nombre de propositions qui, en fait, c'est une proposition, c'est l'utilisation des ressources souterraines qui fournissent aujourd'hui la moitié du volume d'eau prélevé par la population mondiale à des fins domestiques. Alors, c'est évidemment une solution, mais c'est une solution qui mérite d'être maniée avec d'infinies précautions. Pourquoi? D'abord, c'est une eau qui n'est pas renouvelable. Une fois qu'on a utilisé l'eau souterraine historique, il n'y en a plus. Deuxièmement, c'est une eau qui est de très bonne qualité, mais les conditions de prélèvement peuvent évidemment avoir des incidences très notables sur la qualité de cette eau. Et lorsque les eaux souterraines sont mal exploitées, bien, elles sont polluées et on revient à la situation ex-ante, c'est-à-dire pas d'eau potable en réalité. Alors bien sûr, pour l'Afrique saharienne et le Moyen-Orient, ces gisements d'eau souterraine sont très largement sous-exploités. Il faudrait donc investir dans des infrastructures, mais à la condition bien sûr qu'elles soient extrêmement contrôlées pour éviter les dommages dont je viens de parler. Alors, quelles pistes envisager pour aller dans cette voie? Il y a plusieurs pistes qui ont été proposées. D'abord, mieux connaître les ressources. Alors, les agences nationales et locales ont des connaissances qui sont variables d'un pays à l'autre en fonction des moyens dont disposent ces agences, précisément pour avoir une bonne connaissance des aquifères. Cela voudrait donc dire mettre à contribution le secteur privé, qui généralement, lui, a une très bonne connaissance des aquifères, qu'il s'agisse des sociétés qui travaillent dans le pétrole ou le gaz, ou qu'il s'agisse de sociétés qui travaillent directement sur l'eau. Encore faut-il savoir si ces sociétés privées accepteront de partager les connaissances qu'elles ont pour permettre d'alimenter en eau les populations. Je n'ai pas la réponse, mais je ne suis pas sûre de son sens. Le deuxième point, ce serait de renforcer les réglementations environnementales pour éviter les pollutions des eaux souterraines qui sont souvent irréversibles, comme je l'ai dit il y a un instant, et bien entendu assurer un caractère équitable à la répartition de l'accès à l'eau. Aujourd'hui, c'est l'irrigation qui est très largement utilisée, mais l'irrigation pourquoi? Est-ce l'irrigation pour permettre des cultures vivrières, auquel cas c'est une très bonne chose et ça permet effectivement aux populations de vivre? Si c'est pour faire des haricots, je ne citerai pas le pays, mais tout le monde me suit, dans une zone où il y a peu d'eau et cette eau-là, elle sera prélevée au détriment de l'agriculture vivrière, je ne suis pas sûre que ce soit une excellente idée. Donc, l'équité dans la répartition de la ressource, c'est quand même quelque chose de très important. Troisième point, renforcer bien évidemment les ressources humaines et financières pour prendre en compte les besoins en eau des générations futures. Parce qu'il faut quand même insister sur ce point, l'utilisation de l'aquifère, des eaux souterraines, c'est de l'eau qu'on prend aux générations futures, qu'elles n'auront pas. Donc la question de l'équité, elle est non seulement immédiate, c'est-à-dire sur les usages maintenant, mais c'est sur les usages dans le temps. Et cette obligation de prendre en compte les générations futures est quelque chose d'essentiel, y compris pour l'eau. Je terminerai en disant que l'eau est souvent décrite comme étant l'or bleu du XXIe siècle.
Et les batailles pour l'eau ont déjà commencé dans un certain nombre de pays. Nous savons pertinemment que certaines guerres ont pour origine précisément l'accès à la ressource en eau. C'est donc un sujet absolument essentiel dont il faut espérer que la communauté internationale se saisisse au-delà des ODD par des textes un peu plus contraignants et sérieux et contrôlés. Je vous remercie. Il reste 25 secondes. Merci beaucoup. Donc, madame, vous avez une question. Et ensuite, peut-être une autre question. On va les enchaîner, si c'est possible. Voilà. Oui, je vais essayer d'être rapide. Une remarque et une question. Une remarque pour monsieur Ipemekouyi sur l'éducation, formation, sensibilisation aussi, qui est une étape obligatoire. Et pour les citoyens, savoir ne plus utiliser des produits nocifs comme Javel, etc. au quotidien. Et pour les collectivités et entreprises qui ne savent pas du tout comment faire, comme par exemple débitumer les sols. Enfin voilà, la partie accompagnement est importante. Et donc ma question pour madame Lepage, bravo déjà pour tout ce que vous avez entrepris. Vous êtes souvent battu sur le côté légal et moi j'ai une question qui, vraiment, il y a quelque chose qui m'interpelle et peut-être que vous saurez y répondre. On a d'un côté des grandes lois, donc on légifère au niveau mondial, l'ONU, ou au niveau européen, sur donner des droits à la nature, donner des droits aux citoyens, l'air comme un droit inaliénable, etc., etc. Et d'un autre côté, à l'autre extrémité, on a des toutes petites associations qui se battent, Bloom pour les océans, Wild Legal, etc. Et entre les deux, on dirait qu'il y a un manque, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se décident à des très grands niveaux, il y a des petites associations qui se battent et qui obtiennent des choses. On a reçu un message de Bloom là, qui dit qu'ils ont réussi à faire interdire, à faire sanctuariser des zones d'eau profonde. Pareil, Wild Legal a donné des droits, enfin, ils sont battus pour qu'un lac ait des droits qui soient opposables à la collectivité, etc. Pourquoi est-ce qu'entre les deux, je ne veux pas citer le gouvernement français, mais un petit peu, pourquoi est-ce qu'entre les deux, il y a ce vide un petit peu? Et quelle serait la solution? Est-ce qu'on doit aller vers des class action? Enfin, aidez-nous. On va peut-être prendre les deux questions à la suite. La même question que je voulais poser. Bon, je vais quand même ajouter 2-3 petites choses, mais du coup, génial, je pense qu'on est à peu près convergents. Moi, je voulais citer 2 exemples, effectivement, en plus, notamment sur l'aspect du coup de gouvernance associée à l'eau, qui est du coup pour moi un commun et qui du coup nécessite une gouvernance partagée. Et je voulais citer l'exemple de l'Assemblée populaire du Rhône par l'association IDEO, qui avait pour objectif de, un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, voilà, réfléchir à comment on pense les accès à cette ressource, pour qui, comment, etc. Et voilà, moi aussi, ma question, c'était un petit peu comment, en fait, on fait le lien entre toutes ces initiatives qui, elles-mêmes, sont en manque de financement, manque de ressources, et qui essaient de se battre, et voilà, comment pousser pour favoriser tout ça. Merci. Vous savez, répondre à ça en 2 ou 3 minutes, bon, je ne suis pas sûre que j'ai la capacité de le faire. Hein. Oui, c'est vrai que je crois pas mal au droit, alors c'est peut-être une utopie totale, mais en fait, je constate que c'est quand même souvent ce qui fait bouger les choses. Et je prendrai l'exemple de la justice climatique, où les engagements qui ont été pris dans le cadre des accords de Paris, qui étaient des engagements non contraignants, sont devenus, du fait des actions menées par les associations et des décisions juridictionnelles, des obligations. C'est-à-dire que, pour une première fois, pratiquement, au niveau international, parce que ça se passe dans tous les pays, les engagements n'engagent pas seulement ceux qui y croient, mais aussi ceux qui les prennent. Ce qui est plutôt une bonne mesure, une bonne idée. Et donc je pense que le même type de raisonnement pourrait être appliqué dans le domaine de l'eau, et de manière assez large. Et le fait de faire appliquer ce principe pour un cas, dans un domaine très déterminé à choisir, pourrait ensuite faire des petits, si j'ose dire, et généraliser. Alors, je répondrai, madame, à votre question, pourquoi le hiatus entre la base et puis... parce qu'entre-temps, vous avez des intérêts économiques qui arrivent et qui disent, ben voilà, si vous faites ça, c'est tant de réduction d'emploi, parce qu'en règle générale, c'est ça. Hein. C'est tant de réduction d'emploi, donc bah, écoutez, vous choisissez, et en général, le choix est fait tout de suite. Et ça vient aussi du fait qu'on a toujours une vue extrêmement court-termiste, c'est-à-dire qu'on gère un problème immédiat, enfin, qu'on considère comme étant immédiat et urgent,
en considérant que les autres ne le sont pas. Or, à mon sens, la question climatique, elle est plus qu'urgente. Je crois que c'est la plus grande des urgences que nous ayons. Quand vous voyez l'article de Science sorti la semaine dernière sur le franchissement des limites, très franchement, moi je suis une grande optimiste, mais franchement ça fait peur, parce que là on ne maîtrise absolument plus rien. Et donc on est probablement encore quelques petites années où on peut essayer de faire en sorte qu'on ne les franchisse pas toutes, qu'on en franchisse le moins possible. Et donc, je crois que c'est vraiment la priorité absolue et que toutes les autres politiques, elles devraient être subordonnées à ça. Est-ce que c'est bon pour le climat ou est-ce que c'est pas bon pour le climat? Je suis désolée, c'est un peu binaire ce que je raconte, mais c'est comme ça qu'on devrait raisonner aujourd'hui. Alors, je n'oublie pas la biodiversité, bien sûr, qui est très liée, et je n'oublie pas la santé, qui est très liée aussi. Les trois marchent ensemble. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas dissocier les uns des autres. Ça fait un tout. Voilà. Et donc, il faudrait que nos gouvernements aient cette conception-là à l'esprit. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de collectivités locales qui raisonnent comme ça. Vous verrez que dans une quinzaine de jours, il y a la plus grande association mondiale de villes qui s'appelle CGLU, Cité Groupements Locaux Unis, qui va reconnaître une déclaration qui est extrêmement puissante sur ces différents sujets. Donc il y a quand même quelques raisons d'espérer. Il y a des gens qui ont compris et qui veulent faire. Merci. Merci beaucoup d'aborder notamment le problème du court-termisme et une utopie qui est avant tout le début d'un changement et non pas une fin en soi, et ce qui nous permet de demander à une personne qui a embrassé de nombreuses utopies, Bettina Laville, présidente du comité 21 et conseillère d'État honoraire, de venir partager avec nous quelques éléments. Merci. Bonsoir, bonjour à tous. Merci Open Diplomacy. Alors, hors chrono, j'ai deux questions. La première, c'est est-il plus facile de chauffer une salle pour un ancien ministre ou pour un ambassadeur? Ça fait 10 minutes que je me pose la question. Deuxième question, pourquoi Thomas, notre ami Athos et notre hôte, a demandé à quelqu'un qui avait publié une note sur l'ODD 17 de parler de l'ODD 16. Mais ça, c'est justement parce qu'il a compris que les ODD étaient tous liés. Alors maintenant, on peut prendre le chrono. Alors effectivement, quand on m'a demandé de parler de l'ODD 16, j'ai ouvert justement un des documents que le comité 21 avait écrit sur la territorialisation des ODD. Et j'ai lu pour l'ODD 16 cette phrase qui m'a rendue très mélancolique et que je vous livre. Avec plus de 70 années sans guerre dans notre pays, on a tendance à oublier que vivre en paix est la condition première du bien-être d'un peuple, de sa prospérité et d'un développement durable, et que c'est l'ultime aboutissement de l'agenda 2030. C'était en 2019, et comme cela en Europe nous paraît loin. Et ça donc, ça effectivement, ça rend, je crois, assez mélancolique, et ça rend très difficile de parler de l'ODD 16 avec un petit peu d'optimisme, alors que justement cet ODD est celui qui conditionne presque tous les autres, parce que toutes les personnes qui sont occupées de développement savent parfaitement que les institutions, que la justice, que la bonne gouvernance, comme on dit, sont les conditions de la lutte contre le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la mauvaise nourriture, l'absence de nourriture, etc. Et quand on regarde évidemment l'ensemble des cibles des objectifs de développement durable, réduction de l'ODD 16, réduction de la violence, éradication de la maltraitance et de l'exploitation infantile, confirmer l'état de droit, je pourrais tous les lire. Là, la mélancolie, évidemment, monte. Alors, comme Corinne, je ne suis pas une femme mélancolique, donc on va essayer, si vous voulez, de voir ce qui est positif dans cet ODD 16 pour notre pays. Alors, il y a des choses qui ont progressé. La participation, les conventions citoyennes, par exemple, celle qui vient d'être annoncée, la future délégation aux droits des enfants, des progrès importants sur le droit des
les femmes. Je trouve que la co-construction augmente. Également la réforme, même si on peut la considérer insuffisante, du CESE, et puis ces propositions de loi sur les biens communs. C'est évidemment une gouvernance qui devient un peu différente, en tout cas un espoir de différence. En Europe, il y a aussi le Green Deal, et la gouvernance du Green Deal est un véritable espoir. La réforme des institutions, enfin sur la table, avec la règle de l'unanimité. Un sommet du futur, je suis passée au plan mondial, qui j'espère va apporter des pistes pour la réforme de l'ONU. Et en fait, j'aurais un souhait, j'ai envie de rajouter une cible à cet ODD 16. Je crois qu'en 2015, nous n'en étions pas encore au fait de penser que les catastrophes allaient être si imminentes et si répétées. Et il manque peut-être une cible à cet objectif de développement durable numéro 16. C'est ce qu'avait dès 92 voulu le regretter depuis peu Gorbatchev, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'il avait posé la croix verte, l'espoir de la croix verte, il voulait des casques verts. Et donc, en fait, le fait d'avoir, je dirais, une armée protectrice de l'environnement en face des catastrophes, imaginez par exemple l'aide que ça pourrait être au Pakistan. Donc, avant de passer la parole à Monsieur l'ambassadeur, je voudrais juste dire que finalement l'ODD 16, ça peut être résumé en une phrase, la co-construction, plutôt que le mot terrible qu'a employé Gutiérrez en revenant du Pakistan, le carnage. Merci beaucoup. Et j'appelle donc notre dernier panéliste, Monsieur Bernard Millet, président de l'Association française des Nations Unies et ancien secrétaire adjoint aux Nations Unies. Merci. Bien, je suis ravi d'être parmi vous. Je ne suis pas un praticien des choses de chacune des ODD comme les orateurs précédents, et je n'aurai pas la prétention sur un ODD qui est aussi politique. Paix, j'entends justice et institutions efficaces, de vouloir donner des instructions ou de faire le bilan de la politique française ou des choix qui devraient être opérés. Donc le diplomate que je fus et le président de l'Association française pour les Nations Unies ici parlera plutôt de son expérience vécue au sein du système des Nations Unies, puisque tous ces dossiers, toutes ces avancées, toutes ces questions ont été traitées au sein du système des Nations Unies. Lors de sa création en 1945, 3 objectifs fondamentaux ont été assignés à l'ONU. Assurer la paix et la sécurité internationale, favoriser un développement économique et social juste et équilibré, promouvoir le respect des droits de l'homme. La charte stipule des principes et des valeurs pour atteindre ces objectifs, et parmi ces principes, je dirais, je reviens à mon premier propos, celui de non-ingérence dans les affaires intérieures, qui, lorsque on veut parler d'institutions ou de justice, peut poser un certain nombre de difficultés au système parce qu'on revient toujours à cette logique, ça a été créé dans le respect des politiques nationales et du choix qui devait être libre des systèmes politiques, économiques et sociaux de chaque pays du fait de la logique des blocs qui existait déjà à ce moment-là et qui aujourd'hui a tendance à se renforcer. La charte a également mis en place un dispositif institutionnel qui devait permettre d'atteindre ces objectifs. Le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, ses organes subsidiaires et les institutions spécialisées, la Commission, devenue Conseil des droits de l'homme, et l'ensemble des protocoles, mécanismes, comités et instruments mis en place aujourd'hui sous l'égide du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. L'objectif du développement durable numéro 16 est pleinement conforme aux ambitions de la charte, je veux dire et de la déclaration des Nations Unies qui n'a pu être adoptée, il faut le rappeler, que 3 ans après l'adoption de la charte en 1948. Paix, justice et institutions efficaces ne peuvent exister et prospérer de manière totalement indépendante
toute atteinte à l'un de ces trois piliers ayant nécessairement des effets négatifs sur les deux autres. C'est un élément important. Dès sa prise de fonction en janvier 1997, Kofi Annan rappelait ainsi que l'un des principaux enseignements de ces 50 dernières années est qu'il est impossible d'instaurer la paix dans des sociétés accablées par l'extrême pauvreté, la dégradation humaine et l'oppression politique. Parallèlement, Desmond Tutu pouvait affirmer que la paix est impossible sans la justice. Tout se tient en effet, mais dans la vie internationale, ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Malgré les oppositions idéologiques, malgré les conflits qui se sont produits pendant toute cette période, l'ONU a malgré tout pu obtenir des résultats positifs dans le domaine du maintien de la paix. J'en ai eu l'expérience personnellement, avec l'adoption d'accords internationaux essentiels, grâce à une coopération cruciale dans divers domaines couverts par les organes subsidiaires, les institutions spécialisées, ou par l'attention permanente portée au respect des droits de l'homme. La famille onusienne a permis, on en est là en plein cas, permis de faire prendre conscience au monde entier des défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée et de faire avancer, certes avec tâtonnement et lenteur parfois, des dossiers essentiels, cruciaux. Environnement et changement climatique, accès à l'eau, catastrophes naturelles, migration et protection des réfugiés, terrorisme et criminalité organisée. L'élan sur ces dossiers avait été donné dès 1992 avec le sommet de Rio, puis ensuite sous l'impulsion de Kofi Annan, lors du sommet des millénaires de 2000, qui a permis l'adoption des premières ODD, puis celui de 2005, qui a institué la notion de sécurité humaine. Donc il y a là des avancées qui ont été fortes, et aujourd'hui, les nouveaux enjeux inhérents à la révolution numérique, comme à l'exploration et l'exploitation des océans ou de l'espace, requièrent également l'existence d'un cadre institutionnel international et l'adoption de règles concertées. La paix et la justice dépendront dans le futur de la résolution concertée de toutes ces questions. Et les objectifs du développement durable s'inscrivent dans cette ligne. Or, un équilibre stable ne peut être atteint et préservé au niveau mondial qu'à la condition de disposer du soutien des États membres, et tout particulièrement des grands, lequel ce soutien n'a jamais été pleinement acquis en raison d'atteintes flagrantes au droit international, de la pratique du double langage et des tentations, entre guillemets, impérialistes dont certains d'entre eux ont fait la preuve par le passé et qui continuent de le faire, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous le démontre tragiquement aujourd'hui. Les institutions onusiennes ont au fil des décennies été instrumentalisées, marginalisées ou paralysées par les États les plus puissants en fonction de leurs intérêts stratégiques nationaux, aucune n'ayant été épargnée par ces manœuvres. Leur crédibilité et leur efficacité en ont été entamées. Un Conseil de sécurité non représentatif du monde actuel, à nouveau paralysé. Un Conseil économique et social et ses organes subsidiaires, depuis longtemps marginalisés. L'organe de règlement des différends de l'OMC, bloqué. Un Conseil des droits de l'homme critiqué et des valeurs dont l'universalité est contestée par des puissances autoritaires ou totalitaires. Dans nombre de pays pauvres, hélas, aujourd'hui, cette ODD est importante, l'inexistence de structures étatiques solides et l'absence de juridictions fiables favorisent corruption et malgouvernance, prélude à la décomposition de ces derniers, à la guerre civile et à son cortège d'horreurs. Ce sont les oubliés de la communauté internationale. L'établissement de relations économiques justes et équilibrées n'a pu advenir en raison de la vague néolibérale et de son injonction dérégulatrice qui ont fragilisé la coopération et les institutions internationales et face au rouleau compresseur d'une globalisation sans cadre ni frein. En lieu et place d'une mondialisation heureuse, nous assistons à l'envolée des inégalités au sein de tous les pays, à la réactivation de guerres économiques et commerciales, à la multiplication des sanctions unilatérales, à la montée du protectionnisme, à la percée des mouvements populistes et nationalistes, à des menaces militaires sur fond d'accès au marché des matières premières et de produits énergétiques ou technologiques. Le postulat selon lequel la libéralisation des flux commerciaux et financiers conduirait inévitablement à la paix
et à la justice a fait long feu. Avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, les protocoles additionnels, les multiples mécanismes indépendants, puis l'institution du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, il était loisible de croire que l'ONU disposait d'instruments adaptés pour promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Mais ayant ignoré la pensée de Blaise Pascal selon laquelle la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique, les négociateurs de la Charte ont condamné ces instances à une relative impuissance en ne conférant aucune force obligatoire à leurs recommandations. Des avancées ont certes pu se réaliser dans les années 90 avec la mise en place des tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie, puis avec la création de la Cour pénale internationale, mais il convient une nouvelle fois de relever que les trois grands n'ont pas reconnu la compétence de cette dernière pour ce qui les concerne. La mise en cause du droit international par les grandes puissances, l'affrontement entre régimes autoritaires et démocratie libérale, la persistance des inégalités entre l'Ord et le Sud, tout comme au sein de chaque pays, la fragilisation des institutions internationales sont inévitablement source d'inquiétude et porteuses de risques et de conflits. C'est pourquoi il importe de revenir aux ambitions originelles et aux valeurs et principes de la Charte des Nations Unies et de réaffirmer que le multilatéralisme est plus nécessaire que jamais. La France a un rôle crucial à jouer en ce sens. Nous sommes ici à parler des ODD depuis la conférence de Rio ou des sommets de 2000 et de 2015. Il convient de préserver à tout prix cet acquis et de le renforcer. La mobilisation, il est vrai, des ONG, des collectivités territoriales, des entreprises, du monde scientifique est un atout essentiel face à des États qui traînent parfois les pieds pour avancer sur ces dossiers. Il faut parallèlement revenir à la table de négociation, adopter de nouvelles règles qui soient claires et qui puissent s'imposer et trouver le moyen de les faire respecter par des institutions respectées et efficaces. Juste en un mot, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé lors de l'ouverture de cette dernière Assemblée générale à renforcer la gouvernance mondiale. C'est le moment de le faire, c'est important. Merci beaucoup. Nous allons donc prendre 2 questions. Merci pour ce brillant exposé, parce que ça nous met aussi face aux réalités. Et quand je vous entends, j'écoute et je me dis, mais en fait, il n'y a pas trop de solutions, parce que la gouvernance mondiale, elle a échoué. À chaque fois, c'est l'argent. Les organismes internationaux sont financés par des grands groupes, financés aussi par des pays développés qui imposent certains critères. Tout à l'heure, on parlait de l'eau. Quand on voit qu'une firme comme Coca-Cola arrive à appauvrir l'eau dans un pays comme le Mexique, on se demande, ce peuple-là, qu'est-ce qu'il peut faire contre une grande structure comme ça? Donc, on parlait tout à l'heure de l'agriculture. J'ai en mémoire que quand j'étais plus jeune, ma grand-mère, elle séchait le maïs et elle n'avait pas besoin de dépenser de l'argent pour l'année d'après. Aujourd'hui, elle ne peut plus le faire. Elle n'a pas les moyens de le faire. Donc, on fait la recherche d'un côté, mais est-ce qu'on aura accès à cette recherche-là? Est-ce que les pays en développement ont vraiment, comment vous dire ça, est-ce que leur problème est vraiment pris en compte? Parce que j'ai travaillé à la FAO, j'ai travaillé dans les organismes internationaux, je vois comment ça fonctionne. Je suis un peu triste parce qu'on parlait il y a en 2007, 2005 déjà, on parlait d'encourager les pays africains à manger les insectes parce que justement ça fait partie des cultures et que ça les aiderait justement à compléter les protéines dont vous parliez. Mais est-ce qu'on a investi dedans? Je ne sais pas. Quand je parlais tout à l'heure du biomimétisme, en fait, c'est s'inspirer du vivant pour innover. C'est des choses qui sont simples, qui ne sont pas coûteuses, qui sont basiques. Et ça m'inquiète parce que j'écoute tout ce que vous me dites et je pense à l'Afrique et je me dis comment on va faire pour compter, en fait. Comment on fait pour que nos voix comptent? Parce qu'on n'est pas dans les grands sièges. Nos voix ne comptent pas, on parle, mais on subit. Merci. Oui, je
C'est-à-dire que le vieux diplomate que je suis a vécu la frustration de l'abandon des dialogues Nord-Sud et d'une vraie négociation autour de la table de tous les partenaires et du transfert de toute la responsabilité au club des puissants, le G5, le G7, puis maintenant le G20. Donc on voit bien qu'on a oublié ces autres pays et qu'on a pensé que les grands allaient tout faire mieux à leur place. De la même manière, la vague néolibérale, je disais, a détruit toutes les règles, toutes les organisations qui traitaient de cette question. Aujourd'hui, on est face à un échec. Il faut voir comment faire en sorte de revenir à la table de négociation. Je négociais un code de conduite sur les sociétés transnationales dans les années 70 pour essayer d'établir un équilibre entre les droits et les obligations des États et des transnationales d'un côté. Tout ça a disparu avec des entreprises aujourd'hui qui sont hyper puissantes. Comment on fait en sorte de revenir à un meilleur équilibre? C'est un défi essentiel pour l'avenir. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question très rapide. Ou pas, je pense que ça a été suffisamment clair, extrêmement bien développé. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup encore pour votre participation et votre éclairage sur ces faits. Donc je tiens à remercier une fois de plus l'ensemble des intervenants et de la pertinence de leur discours. Mais c'est un discours qui nous rappelle cependant que nous ne sommes ni à l'échelle française ni à l'échelle globale alignés avec des trajectoires qui nous permettraient d'atteindre les objectifs de développement durable en 2030 et la neutralité carbone en 2050 liés aux accords de Paris. Nous devons donc agir et accélérer les actions qui sont déjà mises en place. Notre génération ne peut pas se permettre d'attendre de transformer le système par elle-même. Prenons l'exemple des brillants délégués qui sont avec moi. Si l'un d'entre nous arrive à devenir président d'une grande entreprise, président de la République, soyons ambitieux, maître du monde, il sera déjà trop tard pour mettre en place les actions et les mesures en regard des échéances écologiques. Pour agir, il faut comprendre le problème et comprendre à quel point l'activité et l'impact de chacun dans sa vie individuelle et dans sa vie professionnelle impactent ces grands problèmes macro. C'est pour cela que l'ensemble des jeunes du Y et moi-même, lors des propositions que nous avons remises au chancelier Olaf Scholz en mai dernier dans le cadre du Y7, demandons la mise en place d'une formation obligatoire sur les enjeux écologiques, climat et biodiversité, et également l'impact de chacune de nos actions individuelles et dans le cadre de notre activité professionnelle. Cette formation doit être imposée à l'ensemble des décideurs politiques et des décideurs du secteur privé, afin de ne pas transformer de bonnes intentions en de fausses bonnes idées par manque de maîtrise des métriques. Cela rejoint notamment l'initiative du collectif étudiant pour un réveil écologique, auquel je suis membre, où nous avons ici même, il y a quelques mois, proposé aux députés récemment élus d'être formés rapidement par des scientifiques volontaires venant du GIEC et de l'IPBES. Ce type d'initiative ne peut malheureusement pas venir seulement de la société civile et doit être institutionnalisé. Quel meilleur endroit qu'ici pour faire une telle demande. Enfin, je tiens à mettre en lumière la confusion encore trop forte à mon sens entre sensibilisation et formation sur ces enjeux. La fresque du climat, la fresque de la biodiversité sont des magnifiques outils, et j'en salue les artisans et les bénévoles aujourd'hui. Ce sont des outils de sensibilisation, mais qui, eux seuls, ne sont absolument pas suffisants pour comprendre les enjeux, les impacts sur l'écologie, donc le climat, la biodiversité et également les rapports sociaux de notre participation à cette crise. Je vous remercie.